pour faire simple mon parcours professionnel, j'ai été très longtemps prof de collège. J'ai commencé un site en CP, c'est une grande expérience tout à fait fondatrice. Commencer sa carrière par un CP en tant que vacataire, voilà, c'est tout à fait important pour comprendre certaines situations aujourd'hui. Et puis, je suis devenue prof de collège, et très longtemps prof de collège. Et ensuite, j'ai fait une thèse, etc. Et dans le fond, il y a je suis devenue directrice d'un laboratoire de recherche, mais il y a une ligne directrice qui a conduit tout mon travail depuis la classe, hein, avec les élèves. C'est la question des inégalités socio-scolaires. Pourquoi on éjectait tant d'élèves du système, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passait? Évidemment, les élèves de milieux quand même plutôt défavorisés, mais pas que. Hein, mais pas que. Et donc, j'ai travaillé toute ma carrière professionnelle en tant que prof et en tant que chercheur sur cette question, avec une piste toujours la même, qui est la question des langages. Avec cette idée, et là, on est en train d'avancer beaucoup encore sur cette question avec des collègues, là, que le langage, la manière dont on l'utilise dans la classe, dont on la fait travailler, dont on fait travailler le langage, c'est l'instrument numéro 1 pour penser, pour apprendre. Et c'est l'instrument numéro 1 des enseignants pour travailler. Or, en formation, il n'y a rien. J'ai été directrice adjointe d'un institut de formation à Montpellier. Je me suis battue comme une déchaînée avec mes collègues pour essayer que pour les jeunes, il y ait un peu plus de place dans cette question d'une réflexion de qu'est-ce que c'est que le langage. Eh bien, franchement, je n'ai pas réussi. Hein. Donc, il y a des petites bribes. Et donc, les enseignants, bien que la question du langage soit au cœur du socle commun, enfin, je ne vais pas rêver, eh bien, il y a très peu de formation, si bien que ce que nous allons travailler aujourd'hui, beaucoup au travers d'autres choses, c'est en quoi nous pouvons faire fonctionner le langage dans sa puissance réflexive, dans sa capacité à faire penser. Parce que, donc, ce que je voudrais vous dire, et que évidemment vous partagez avec moi, mais la situation que nous vivons, mondiale, politique, tout ce que vous voulez, elle demande absolument que nous les enseignants, nous apprenions aux enfants à penser par eux-mêmes, à penser avec et contre les autres, et à faire du collectif, et à penser ensemble, et à être inventifs. Nous avons besoin d'être inventifs, d'accord ? Et c'est cette idée que le langage, la manière dont on va le faire travailler, soit il a une tendance, je vais être caricaturale, hein, soit il a une tendance asservissante, faire rentrer dans des codes, des normes, des formes qu'on va faire répéter, qui vont être évaluées, toc, qui vont permettre de passer dans la classe supérieure, qui vont permettre de rentrer à Parcoursup, etc. Mais une certaine forme de normalisation, nécessaire, hein, nécessaire. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas cette forme où le langage, il est en train de bricoler, de bredouiller, d'associer les morceaux, d'attraper ici, là, ah ben tiens, un fait, un savoir qu'on a appris dans une autre discipline, quelque chose qu'on a vu à la télévision, la pensée se met en route. Voilà. Et donc ce qu'on va travailler aujourd'hui, dans le fond, c'est au travers des témoignages des collègues qui vont parler tout à l'heure, c'est comment ils ont essayé, par des dispositifs et des gestes professionnels et postures que je vous théoriserai un petit peu après, de faire penser un peu plus leurs élèves. Donc on aura des témoignages de ces transformations progressives des pratiques, extrêmement intéressantes de mon point de vue, pas si difficile que ça. Et puis après, je vais vous passer une vidéo assez longue qui a été tournée en cycle 3. Alors, c'est un peu provocateur de ma part, hein, je vous l'avoue, parce que c'est une vidéo qui est sur la technologie, qui vient d'être supprimée. Et vous allez voir combien, avec de la technologie, enseignée en cycle 3, on arrive à faire penser les élèves. On arrive à les faire parler, on arrive à leur faire des tas de choses. Donc, au travers de cette vidéo que nous analyserons ensemble, on va essayer de comprendre ce que fait cette enseignante. Hein. Voilà. Il y a des collègues dans la classe, j'allais dire, pardon, dans la salle, qui l'ont déjà vu. Donc, du coup, ils vont l'avoir une deuxième fois. Et peut-être que, du coup, avec leur regard nouveau, ils vont voir plus de choses que la première fois. J'en suis à peu près persuadée. Voilà. Et vous êtes ici dans le cadre d'un projet. Et le projet qui vous est proposé,
il est extrêmement important, c'est comment on va rendre les élèves persévérants. C'est-à-dire comment on va permettre aux élèves d'être engagés dans ce qu'on est en train de leur proposer. Engagés pourquoi? Parce que ça a du sens, parce que ça les intéresse, parce que ça les concerne. Et si nous avons tant de décrocheurs, c'est que peut-être dans nos pratiques de classe, dans nos programmes surtout, dans l'organisation scolaire, dans les formes scolaires que nous avons, dans les formes scolaires qui sont en train de s'émietter les unes à côté des autres, etc., il y a perte de sens pour les élèves. Notamment en collège. Beaucoup moins en primaire, mais notamment en collège. Je ne veux pas vous fâcher, mais les échos que j'ai de nos enfants, petits-enfants, etc., c'est que nombre des élèves en collège s'ennuient. Ils s'ennuient, et nous aussi. Bon, c'est une petite provocation, mais je crois que c'est une réalité. Il y a quelque chose qui manque. Ça manque de peps, ça manque d'intérêt, ça manque de... Apprendre, dans le fond, si ça ne répond pas à une question, à une curiosité, quel est l'intérêt d'apprendre? Donc il faut qu'apprendre soit lié à un désir de quelque chose. L'idée, c'est ça. Comment on va rendre nos élèves plus engagés dans les tâches pour qu'ils se trouvent, dans le fond, plaisir, intérêt, curiosité, etc. Et le dernier mot là-dessus, c'est pas une aventure singulière, c'est forcément une aventure collective. C'est pas tout seul que dans sa classe on est génial. Des fois, hein, on a des petits moments où on est génial, mais la plupart du temps, on a besoin du collectif, on a besoin... Voilà, je m'arrête. Sylvie, je te cède la parole. Moi, j'ajouterais quelques petites choses, c'est-à-dire pour montrer que l'idée vraiment du projet, elle vient vraiment du terrain. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans les missions de coordonnatrice conseil, dans la mission de lutte contre le décrochage scolaire, mais j'ai enseigné de très, 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 très nombreuses années. Voilà, j'étais enseignante de mathématiques. Et c'est vrai que je tentais de mettre en place des pratiques parce que je me rendais compte qu'au travers ces gestes et ces pratiques, je sentais que les jeunes étaient plus motivés, adhéraient à ce que je leur proposais, rentrer dans les apprentissages, s'entraider entre eux, enfin, tout ce que j'essayais, les petits gestes. Hein. Et par contre, ce que j'aurais bien aimé à un moment, c'est être confortée là-dedans. Et je n'ai pas trouvé à un moment quelqu'un qui m'a dit, et on était plusieurs enseignants, hein, qui m'a dit mais si, là, ce que tu es en train de faire, c'est bien. C'est-à-dire, on s'en rend compte soi-même, mais on ne se sent pas forcément légitime dans ce qu'on est en train de faire, parce que ce n'est pas forcément ce qui peut se passer dans d'autres classes, ce n'est pas forcément le regard des autres, et ça peut être compliqué. Et donc, quand Dominique a fait une conférence, alors ça, organisée d'ailleurs par le SAIO de Créteil, dans la semaine de la persévérance, la 7e édition en juin 2021, tu as fait une conférence en visio, voilà, et moi j'étais derrière mon écran. Et j'étais déjà plus enseignante, mais j'ai entendu et je me suis dit, mais ça correspond à ce que je faisais. J'entends un discours qui me parle et j'aurais bien aimé ce discours l'avoir avant quand j'étais enseignante, parce que ça m'aurait rassurée et ça m'aurait confortée. Et je pense que je serais même allée peut-être plus loin dans ce que je faisais avec les élèves. Et c'est de là qu'est né le projet. Parce que je me suis dit, maintenant tu as une autre mission, tu es dans la mission de lutte contre le décrochage scolaire, tu peux tirer ça, aller contacter Dominique et lui demander si elle est partante pour un projet et le proposer à d'autres enseignants. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je l'ai proposé à Dominique à la semaine de la persévérance 2022, en avril. Dominique était OK, mais en me disant attention, je te préviens Sylvie, hors de question que ce soit descendant, parce que les conférences, on parle, après c'est bien, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, on va essayer de partir du terrain. Et puis, on est parti comme ça. On est intervenu devant une trentaine d'enseignants qui s'étaient inscrits. Et puis, dans la boucle, sont restés une vingtaine qui ont bien voulu suivre le projet cette année. Donc, on s'est revus 4 fois, donc 3 fois avec Dominique et 1 fois en début d'année pour parler des objectifs du projet.
Et vraiment, l'objectif principal, je le répète, c'était de partir du terrain, de partir du témoignage des enseignants qui étaient là, des situations qu'ils peuvent vivre qui ne sont pas toujours évidentes, de faire émerger les situations où finalement, là, il y a des choses qui se passent en face, les élèves, et d'essayer d'analyser pourquoi à ces moments-là, justement, les élèves s'engagent dans les apprentissages et ont à un moment un état vraiment réflexif et sont acteurs de ce qui se passe. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je dirais que l'action, elle avait des objectifs multiples, elle a eu des étapes multiples, mais au fur et à mesure, ce qui a été intéressant, c'est d'analyser les pratiques que les enseignants ont osé, ont été rassurés, ont mis en place en classe, de les partager, et puis toute la théorisation pour comprendre pourquoi ces pratiques fonctionnaient qui a été apportée par Dominique. Voilà. Pas que. L'objet, ça serait l'année prochaine. Oui. Et de continuer pour faire un collectif de travail avec les enseignants qui y sont déjà, mais avec tous ceux qui pourraient se joindre à nous. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, on commence peut-être par les témoignages de nos collègues, là, qui ont été les premiers en première ligne sur le front, là, qui sont allés. Bonjour, donc moi je m'appelle Sandrine Brunet, donc je suis enseignante de français depuis 25 ans au collège Albert Camus, ici même. Voilà, et je vais vous raconter finalement une expérience qui m'a conduite jusqu'à ce qu'on appelle le lâcher-prise, vous verrez certainement mieux tout à l'heure. Voilà, par rapport aux commentaires de texte, parce que nous en français, on fait beaucoup de commentaires de texte, et au début de ma carrière, donc je prenais le texte, je préparais à la maison, chez moi, donc bien sûr en faisant moi-même le commentaire d'abord, mais en fait je préparais toute une série de questions. Et je préparais vraiment les questions, parfois c'était minuté, et parfois même j'écrivais les réponses possibles des élèves en dessous. Donc la prep c'était vraiment super contrôle. Et bon, du coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout satisfaisant au bout d'un moment, parce que du coup les élèves, moi je me reposais sur les 4-5 élèves qui participaient, qui étaient bons, qui comprenaient, et il y avait tout le reste qui était perdu, quoi. Et finalement le commentaire ne venait pas d'eux. Il venait de moi. Même si finalement on construisait après collectivement une espèce de synthèse. Donc je me suis dit, il faut que ça change. Et au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure de refaire sans arrêt les séances, j'ai changé un petit peu de façon de faire. Donc là, je vais vous raconter en fait une séance que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. C'est maintenant, je travaille, je dirais, essentiellement comme ça. Et on est de plus en plus nombreux à travailler comme ça, je pense en français. Alors, la séance de commentaires dont je vais vous parler, elle s'inscrit dans une séquence sur le Gaune du Shabbat, donc lecture de l'œuvre intégrale Le Gaune du Shabbat, et comparaison avec le film. Voilà. Et je voulais étudier avec eux l'extrait du camion poubelle. Donc, pour vous recadrer un petit peu cet extrait et ce livre, Le Gaune du Shabbat, c'est une autobiographie d'Azouz Begag, où il raconte son enfance dans un bidonville près de Lyon, voilà, et une enfance très misérable. Et l'arrivée du camion poubelle près du bidonville était vraiment une fête pour les enfants parce que ils allaient récolter des objets en fait dans la décharge. Donc voilà comment on a procédé. D'abord, je leur ai montré l'extrait du film. Et puis, ils ont lu le texte qui était à commenter. À partir de là, je leur ai demandé d'écrire. Tous les élèves ont écrit leurs impressions, leurs comparaisons, ce qu'ils trouvaient de différent entre le livre et le film. On est parti de là. Donc là, pour le coup, on est parti de eux. Je n'ai pas posé de questions ni rien. Et une écriture singulière. Oui, écriture singulière, donc. J'ai ensuite, ça a pris 10 minutes, ça prenait 10 minutes. La plupart des séances sont construites, beaucoup de séances sont construites comme ça maintenant en ce qui concerne le commentaire de texte. Et au bout de ces 10 minutes, je recueille les impressions de tout le monde. Et je note au tableau les mots-clés qui apparaissent, ce qui nous permet après, avec finalement ce qui se recoupe, de dégager des axes de lecture, de compréhension du texte, des axes d'analyse du texte. Il y a peut-être les collègues
de Français de la salle qui vont s'y retrouver, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça maintenant. Et à partir de là, je les mets par groupe, et chaque groupe donc avait pour mission de développer un commentaire de texte. On avait dégagé 3 axes. Ce qui était apparu dans les impressions des élèves, c'était que autant dans le film, ce camion et cette scène paraissaient sordides, pas belles, glauques, autant dans le livre, ça apparaissait vraiment comme une fête. Donc la problématique, c'était comment le langage et le regard d'enfant d'Azouz Begag transforme cette scène qui est plutôt, je dirais, triste, en une belle scène, en une fête. Donc ça, c'était la problématique. Et les 3 axes qui sont sortis de leurs impressions, c'était une scène joyeuse, une ambiance joyeuse, une scène joyeuse vécue comme une fête, le camion poubelle magnifié, et puis une scène racontée comme une guerre, vécue comme une guerre, comme une épopée. Voilà, et en fait, mes élèves, par groupe, ont développé chacun de ces axes dans leurs commentaires, en cherchant, en s'appuyant sur le texte, sur des citations du texte, mais aussi sur des savoirs, parce qu'ils avaient accès à des fiches qu'ils ont sur les figures de style, sur la syntaxe, donc qu'ils ont utilisé, qu'ils exploitaient finalement pour justifier leurs commentaires, ce qu'ils pensaient. Voilà, du coup, au lieu de me retrouver dans la situation où j'étais avant, super contrôle, et puis c'était épuisant, c'est un peu quand on pose des questions pendant toute l'heure, et puis à toi on va chercher les uns les autres, on voit qu'il y en a qui s'ennuient. Là, du coup, déjà eux, ils parlaient entre eux, ils échangeaient entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur certains points, donc ils débattaient, donc ils construisaient des choses, et finalement, pendant toute l'heure, j'ai tous mes élèves qui parlaient. Et ça, c'est la grande différence. Et autre différence par rapport à moi, au lieu d'être en frontal par rapport à une classe et d'interroger, je circule dans les groupes, je m'assois sur les tables à côté des élèves parfois, je réponds à leurs questions parce que du coup ils ont quelques questions, je les guide pour utiliser tel ou tel outil, donc j'ai une posture qui est beaucoup plus d'accompagnement, et on arrive au lâcher prise puisque finalement on arrive à une séance dans laquelle il y a déjà une meilleure relation entre chaque élève et moi, où je sens que mes élèves travaillent, ils sont motivés, ils ont envie, ils réussissent en plus parce que finalement leurs commentaires sont, la plupart du temps, très intéressants. Voilà, et puis ils peuvent s'aider entre eux parce que on peut prendre des groupes homogènes, mais aussi s'arranger pour que les groupes soient hétérogènes, dont les élèves les plus faibles vont profiter de ce que leur apportent ceux qui y arrivent le mieux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est ça, je ne fais pas de commentaires. L'essentiel a été dit. La posture de lâcher prise, on y reviendra. La posture d'accompagnement, on y reviendra. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Oui, il y a 2 choses essentielles. Le langage. Et le langage. Et j'ajouterais, parce que je suis didacticienne du français, dans les textes officiels, dans les évolutions de la didactique du français, notamment de la littérature, la question est posée depuis 20 ans sur la question du sujet lecteur. Le sujet lecteur, c'est-à-dire la place que l'on doit laisser à l'élève comme personne ayant un point de vue singulier, émotionnel, langagier, linguistique, tout ce que vous saviez, tout ce que vous voulez, sur le texte qu'ils sont en train de lire, et non pas le prof lecteur. C'est de passer du prof lecteur au sujet lecteur. Et c'est une aventure, on n'y passe pas comme ça facilement. D'accord ? Moi, ça m'a pris des années, avec de la formation, des conférences que j'ai écoutées, des livres que j'ai lus, de Mme Bucheton. Et je voulais ajouter, pour les profs de lycée, je ne sais pas si j'ai des collègues qui en lycée en français, mais c'est une grande problématique pour les EAF. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve devant des élèves qui ont appris par cœur le commentaire qui a été fait par le prof. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire un commentaire de texte tout seul. Et cette nouvelle façon de travailler, je pense, nous amène à leur apprendre à faire le commentaire tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont devant un texte, ils peuvent faire leur commentaire.
ils sont pas obligés d'apprendre par cœur tous les textes, tous les commentaires. Je sais parce que moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait comme ça pour préparer mon bac. C'était stupide, mais c'était hyper scolaire, en fait. Et j'apprenais par cœur. J'avais des fiches et j'avais appris mon Candide par cœur. Donc, c'est ce qu'on cherche à éviter. On va écouter notre collègue. Je suis représentant du collège de Saint-Souplet. On était une équipe de 5 professeurs. Une professeure d'histoire géo, 3 profs de maths et moi-même en sciences physiques. On est parti du problème l'an dernier que nos élèves s'endormaient petit à petit dans les classes au fur et à mesure de l'année. Après la première période où ils étaient pleins de bonne volonté, tout doucement, ça s'étiolait et on finissait par en perdre 10%, 15%, 20% selon les classes. Et on a répondu favorablement à la proposition de Madame Bucheton l'an dernier, on était à votre place en fait. Et on s'est dit, bon ben voilà, on va essayer de se saisir du problème à bras-le-corps et on a profité des premières séances cette année pour essayer de mettre au point un petit cadre, on va dire, c'est à notre niveau, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça consiste à rythmer les séances de 50-55 minutes en des temps relativement courts, en rendant les élèves acteurs et nous en intervenant le moins possible. Donc ça ne se prête pas à toutes les séances, évidemment. On ne peut pas toujours travailler comme ça. Il faut choisir un sujet où les élèves vont pouvoir s'emparer du problème, que ça ne soit pas trop haut par rapport à leurs connaissances, ni trop bas, ni trop facile. Je ne vous vends pas du rêve, on a connu des échecs, il y a des séances où on s'est lamentablement planté. On est allé s'observer les uns les autres autant que possible, donc on a vu chacun les collègues soit en réussite, soit patauger. Voilà, on l'a tous vécu, de toute façon, vous savez à quoi je fais référence. Et puis au final, je fais tout de suite le bilan, on ne sait pas vraiment en fait. Nous, on a essayé cette année, on était 5 professeurs, on n'avait pas toutes les classes tous ensemble, donc on a essayé de lancer quelque chose, mais on part du principe que si on n'essaye pas sur une cohorte, c'est trop tôt pour faire le bilan. Donc malgré tout, on estime tous les 5 que c'est positif dans nos classes, mais ça n'a pas encore essaimé sur les autres. Donc on va essayer d'entraîner avec nous un groupe d'une bonne dizaine d'enseignants qui se sont portés volontaires, et puis on va essayer d'avancer. La trame qu'on a proposée, c'est la suivante. Alors, je vais prendre l'exemple d'un cours de sciences physiques. Ça ne va pas vous parler, je ne pense pas, à moins qu'il y ait un enseignant. Si. Alors, je vous pose la question, quelle est la différence entre le poids et la masse? Aucune, voilà, c'est pour ça que vous ne répondez pas. Si, il y en a une. Si. Donc, les prérequis pour les élèves, c'était de savoir que la masse était en kilogrammes, qu'elle se mesure avec une balance, et que le poids, c'est une action nécessaire pour, par exemple, soulever la masse, et qu'une action elle se mesure en newton, avec un dynamomètre, une sorte de ressort déformable. Ils n'ont que ça au début de la séance. On a amené ça le cours d'avant, et au début de la séance, je leur projette une image, une grue dans un port, un porte-conteneur qui fait 12 tonnes, et la grue qui est capable de supporter 300 000 newtons. Et question, est-ce que, bien sûr l'image est complètement truquée, et ça se voit, mal photoshopé volontairement, en leur disant j'ai mis des valeurs là, vous ne savez pas si j'ai triché ou si c'est les vraies valeurs, la question on s'en fiche, c'est pas ça, est-ce que dans l'exemple que j'ai choisi, le porte-conteneur, la grue peut soulever le conteneur ou pas? Voilà, vous avez 50 minutes. Alors, évidemment, comme vous, ils soupirent, non mais on ne peut pas savoir, si vous pouvez, dans 50 minutes vous saurez. Donc déjà 5 minutes à 2 pour soit proposer un mode opératoire, soit se poser des questions, oser écrire ce qui pose problème, et oser faire une hypothèse, un écrit, quel qu'il soit. Au bout de 5 minutes, je passe dans les rangs, là moi je n'interviens plus, je passe dans les rangs, je vois s'ils écrivent quelque chose, je les incite à le faire, donc voilà, ils stimulent un petit peu, mais je n'interviens pas, je ne réponds pas aux questions. Au bout de 5 minutes, je les mets par 4. Donc soit hétérogène, soit homogène, soit un élève un peu perdu avec d'autres qui vont le soutenir. On crée les groupes, comme vous demandiez tout à l'heure, un petit peu au feeling, selon les problèmes qu'on a déjà évalués dans la classe. Et puis de ces 4 élèves sort une ou 2 phrases. Donc en confrontant les idées, parfois il y a des groupes qui sont un peu tumultueux, ils ne sont pas d'accord, le ton monte, ils se prennent au jeu. D'autres c'est plus calme, ils sont d'accord. Bon, d'autres se contentent de suivre, mais au moins ils essaient de comprendre. Et au bout de cette nouvelle phase de 10 petites minutes, chaque groupe, donc j'avais 6 groupes dans la classe, chaque groupe va donner son protocole. Et là, au tableau, j'écris des mots-clés. Mais en les laissant parler, sans dire oui c'est bien ou non c'est n'importe quoi, je ne fais que d'écrire les mots-clés.
Une fois que les 6 groupes ont parlé, bah, les mots-clés, il y en a qui se regroupent. Et là, on fait une trace écrite commune. Comment on fait? Concrètement, comment on fait? Donc, comment on fait? Bah, on doit prendre des objets, les peser, et puis les suspendre à ce fameux dynamomètre pour voir quelle action la Terre fait sur eux et combien de newtons il faut pour le soulever. Oui? Non, ils ont accès à leur cahier où on en a parlé, mais tout est planqué dans une salle à côté. Ils n'ont rien de visible. C'est à eux de faire le lien entre les 4 phrases qu'on a écrites dans le cahier et le problème. Non, là, le matériel est caché. Et au bout de la phase de mise en commun et des mots-clés, là, je prends 30 secondes, j'ouvre 2 portes et j'amène des chariots avec tout ce qu'il faut. Et là, par la période de bidouillage, on va dire, ils prennent soit des objets qui étaient sur le plateau avec des masses fixes, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, etc. Soit ils se précipitent dans leurs trousses, ils suspendent qui une paire de ciseaux, qui sa trousse, ils se débrouillent. Ils tâtonnent. Certains complètent un tableau, d'autres se contentent d'écrire leurs résultats au brouillon. Ceux qui complètent un tableau voient assez rapidement que c'est un tableau de proportionnalité. Donc là, moi, en passant dans les groupes, là, j'essaie de les aider, de les soutenir, soit sur le côté mathématique, soit sur le côté organisationnel de la notation des résultats dans le tableau. Et au bout du quart d'heure, chaque groupe à son niveau a un tableau de proportionnalité, doit avoir compris ou spontanément ou avec mon aide que c'en était un. Et les 10 dernières minutes vont consister à utiliser ça pour dire, le conteneur, on le soulève ou on ne le soulève pas. Et à la fin de la séance, chaque élève doit avoir écrit sa conclusion. Soit avec l'aide de ses camarades, soit seul, s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils aient raison ou tort, c'est qu'ils aient osé aller au bout du raisonnement et osé proposer leur réponse. Donc, la validation des compétences, c'est pas j'ai trouvé le bon résultat et j'ai compris la loi de la physique tout seul. C'est est-ce que j'ai proposé quelque chose, est-ce que j'ai essayé, est-ce que j'ai compris, oui, un minimum, mais surtout, est-ce que j'ai écrit et essayé et proposé et structuré ma pensée. C'était ça le but. Donc, Madame Bucheton vous expliquera bien mieux que moi comment on est arrivé à ça et comment on a eu cette idée. C'est par ces interventions qu'on a eu cette idée. Moi, ce travail-là, les années précédentes, je le faisais comme vous le proposiez. Il y avait le chariot avec le dynamomètre, la balance et tout ça. On posait le problème, et puis évidemment, c'était dans la salle. Donc, il y en a un qui disait on prend la balance, d'autres qui disaient on prend le dynamomètre. On faisait 3-4 expériences en commun, on les notait au tableau. Le tableau de proportionnalité, il était au tableau. Et en 1 heure, c'était réglé, mais c'était réglé au sens où j'avais même eu le temps d'apporter la formule scientifique, le début du calcul, la rédaction de calcul. Enfin, on était allé beaucoup plus loin. Mais avec quelle action des élèves? Des bons, oui. Mais de ceux qui dormaient, au moment où on était arrivé aux formules, ils dormaient profondément et s'ennuyaient profondément. Là, ils étaient réveillés, tous. Enfin, tous. Dans la classe où j'ai fait cette action et où une collègue est venue m'observer, il y a un groupe, sur les 6, il y a un groupe où 2 élèves ont profité du fait qu'on lâche prise et qu'on aide ceux qui sont volontaires. 2 élèves ont profité pour parler de leur week-end, de leur loisir. J'allais dire, si on choisit de lâcher prise sur une séance, tant pis pour eux. Ils ne profitent pas de notre aide, ils ne nous sollicitent pas, ils ne profitent pas de l'aide de leurs camarades. Finalement, ça ne change pas d'habitude. Donc, sauf que là, tant qu'ils ne nous embêtent pas, entre guillemets, et qu'ils laissent leurs camarades travailler, j'allais dire, on tolère. Non, on ne tolère pas. Mais au moins, on n'y prête pas attention ce cours-là, on aide les autres, on essaie de faire avancer la grande majorité. Et on espère, petit à petit, en essaimant dans toutes les matières, qu'ils vont se prendre au jeu, et qu'ils ne vont plus rester de côté. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous vendre une méthode miracle. Comment ? Ils étaient moins bloqués parce qu'ils étaient acteurs. La grande majorité est moins bloquée qu'un acteur, oui. Après, les problématiques externes à la classe restent là, et certains vont rester bloqués malgré tout. Donc, ce n'est pas sur un cours comme ça qu'on va réussir à débloquer la situation. Ça sera sur plein de matières, toute une année, toute une cohorte, sur 4 ans. Et puis, on verra dans 4 ans si on a atteint notre objectif ou pas. Mais en tout cas, on prend le problème à bras-le-corps et on estime que cette proposition d'organisation de cours entre les élèves qui sont acteurs, qui échangent entre eux, qui construisent leurs pensées, et nous qui sommes juste en soutien. Oui, qui avons préparé le boulot avant. Un tout petit peu. C'est ça le gros du travail. Là, on se met en retrait. On se met en retrait pour aider les élèves ponctuellement au moment où ils en ont besoin. Et tous les problèmes, il faut les avoir identifiés avant. Donc,
c'est sûr que comme ma collègue, ça fait 25 ans que j'enseigne, donc le programme, la loi P égale mg, elle n'a pas changé depuis 300 ans. Donc, pas moi qui l'ai inventé. Hein, donc les problèmes, au bout de 25 ans, on sait où ils vont arriver. Donc c'est juste une question de présentation du problème, de la problématique et de les rendre acteurs. Donc, mais ça implique de se mettre en retrait et de moins intervenir et de se faire violence pour parfois ne pas leur répondre. Ben, les sciences, c'est pas trouver la réponse en claquant dans les doigts. Donc ce discours, je tiens presque à chaque heure de cours quand on a un cours plus classique en frontal, on va dire. Donc de leur dire, osez proposer vos hypothèses, qu'elles soient bonnes ou fausses. Les sciences, le départ, ce sont des hypothèses. Donc c'est un travail de longue haleine. Hein. La frustration, oui, elle peut arriver. Mais elle est là au début. Non, on ne va pas trouver. Non, c'est trop difficile. Non, on capitule. Non, on capitule tout de suite. Mais voilà, avec un petit sourire et en leur disant, bah, si je te pose la question, c'est que dans 50 minutes, tu auras la réponse, fais-moi confiance. On est dans un établissement où on n'a pas d'élèves particulièrement rétifs et difficiles. C'est juste excusez-moi du terme, des gros flemmards et qui ont tendance à s'endormir et il n'y a pas à être volontaire. Donc on n'a pas une grosse problématique d'élèves où on va avoir une opposition frontale. Donc ils sont plutôt de bonne volonté et en essayant de les accrocher, la plupart du temps ça fonctionne. Mais la plupart du temps, pas tout le temps. Ça nous libère un temps fou dans la classe parce que là, nous on se met en retrait, on passe dans les groupes, on les observe, on voit les interactions, on lit rapidement ce qu'ils ont écrit. La phase de mise en commun, et là, ça vient d'eux. Donc oui, ça nous libère un temps fou. Tu nous as exposé ce sur quoi on a pas mal travaillé, qu'on va voir tout à l'heure, le pilotage, on va appeler pilotage de la séance, qui est pensé avant. Le pilotage, c'est l'espace, le temps, le matériel, les objets, les consignes, etc., qui est pensé, réfléchi, vous avez vu, etc., et dont on a compris depuis un certain temps que ce pilotage, hein, on avait beaucoup insisté dans les débuts du stage. C'est pour ça qu'on a repris cette idée. Vous avez employé ce mot anglais, qui m'a bien plu, il faut que le pilotage soit timé. En gros, pof, 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 pour que les élèves changent d'activité, et hop, on n'attend pas, on passe à la suivante, pour maintenir la cocotte minute, hein, faire monter la pression. Donc vous avez appliqué beaucoup déjà cette première idée, mais c'est un principe. Je vais quand même dire 2-3 mots sur en discutant entre ton intervention et 2-3 autres collègues qui étaient là hier, sur les pratiques qu'ils ont mis en place. On avait tiré comme ça, hein, en travaillant ensemble, quelques principes. Hein. C'est le fruit de notre travail peut-être. Ce que toi, tu insistais beaucoup sur, au début, proposer un objet, quelque chose qui soit un peu excitant, qui soit un peu, qu'on va appeler peut-être un peu la posture du magicien pour frapper les esprits. Alors, on voit bien dans l'image vidéo plus le film et le texte, on sent proposer un objet ni trop difficile ni trop facile, mais quand même un peu excitant. C'est là qu'il faut du talent pour les enseignants. Hein, c'est pas toujours facile. La deuxième idée qu'on a vraiment compris entre les différentes en sciences, en physique, en français, en sport, etc., qui ont été étudiées, c'est une espèce un pilotage qui va permettre une structuration progressive de la pensée. Une structuration progressive de la pensée. Hein, et une structuration collective de la pensée. Enfin, bon, on y reviendra là-dessus. On a beaucoup insisté sur le fait que dans cette structuration progressive de la pensée, il y avait à la fois du faire, parce qu'il faut faire quelque chose. Il y a une tâche qui est proposée, il y a un faire. C'est un commentaire, c'est un faire. C'est peser, mesurer, c'est aussi un faire. Il y a un faire. Et que ce faire, il est accompagné d'outils. Alors, qui sont des outils, j'allais dire des objets, ou des outils intellectuels. Les proportionnalités, les figures de style, etc. Ce faire, il se construit là dans ce mélange et évidemment avec la question centrale du langage entre les élèves, etc., qui est en train de se développer. Il y a une espèce de chose qui se met en place. Une autre idée qui est sortie beaucoup, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait de libérer l'enseignant pour sa capacité d'observation. Et je pense depuis très longtemps que le savoir professionnel premier d'un enseignant, c'est sa capacité à observer les élèves dans leur singularité. Évidemment, quand on en a 40 ou 70 comme en Afrique, ou 80, les observer c'est difficile. Donc on en reparlera. Comment trouver des situations, sans études, où on peut observer les élèves. Une autre idée qui est sortie, c'est mettre en valeur les élèves.
c'est-à-dire valoriser tout ce qu'ils ont fait. On n'est pas dans le jugement. Ils ont trouvé une idée, elle est peut-être idiote, mais c'est une idée. Ils ont été dans un protocole de proposer une idée. C'est bien, hein? Ils sont sortis de leur mutisme. Une autre idée qui a été discutée, intéressante, c'est rendre les élèves autonomes, et on a discuté de la notion d'autonomie, avec l'idée être autonome, c'est pas être tout seul, c'est s'appuyer sur l'environnement, c'est s'appuyer sur les autres, c'est demander de l'aide, et être dans ce discours, je suis pas tout seul. Voilà, autonomie, solidarité, qui sont aussi des valeurs de l'éducation, hein, voilà. Et puis l'idée forte, c'est qu'il faut proposer des choses faisables, hein, à leur niveau, à leur portée, et selon la classe, selon les élèves, le prof va s'ajuster. Voilà un peu les grandes idées, hein, qu'on avait sorties hier à peu près, en regardant l'ensemble de ces travaux et en essayant d'en tirer des principes. Hein. Bon, voilà. Ça va? On passe à la suite. Moi, je voulais juste revenir par rapport à Stéphane sur le fait qu'il est passé, enfin, moi je le ressens comme ça en tant qu'ancienne enseignante, c'est qu'il est passé d'une recherche artificielle pour les élèves, là où on cadre tout finalement, on fait comme si on les faisait chercher, mais tout est guidé, à une vraie recherche. Et donc automatiquement, quand ils sont dans une vraie recherche, avec, comme tu le disais, à condition que la tâche soit bien choisie, automatiquement, il y a un challenge au bout, il y a quelque chose auquel il faut arriver, et généralement, ça les porte et ça les rend acteurs. Alors, on va passer au challenge. Vous allez voir, il est de taille. On va passer une vidéo. La séance que vous allez voir, c'est une séance de technologie. Je ne vous la révèle pas. Je vous laisse le plaisir de la surprise. Nous avons proposé à cette classe de CM2 un projet de technologie. Il s'agissait de leur faire construire un objet roulant en équipe. Et au cours de ce projet scientifique, je souhaitais que les élèves pratiquent le langage et progressent dans ce domaine. Donc je voulais les faire parler, écrire, améliorer leurs écrits, et puis débattre, justifier, etc. Avant de commencer la partie pratique du projet, donc la construction de l'objet, il fallait une petite mise à niveau théorique sur les 3 fonctions d'un objet technique, qui sont la fonction d'usage, la fonction d'estime et la fonction technique. Après, chaque groupe va recevoir un objet, et chacun sur sa feuille de brouillon va avoir 2 minutes pour répondre à la question « Quel besoin cet objet satisfait-il » Vous allez avoir 2 minutes et après on se dit ce qu'on s'est dit, ce qu'on a écrit. Wow. Ça va, la consigne est claire? Oui. Pourquoi tu l'achèterais? Allez, je prends une petite crêpe et je vais être votre secrétaire. Pour s'amuser, toi, c'est un besoin de s'amuser, d'accord. Apolline? Bah pour jouer et des figurines. Oui, on est d'accord, ce sont des synonymes. Oui. Elsa? Bah à offrir. À offrir. Alors, ça va être quel besoin si on l'offre? Bah on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir. Donc, s'amuser, jouer, décorer, faire plaisir. Notre projet, nous avons une commande. Nous devons fabriquer un objet roulant. D'accord? Vous êtes des ingénieurs. Quelles questions allez-vous vous poser? C'est quoi ton idée, Coco? Moi, c'était de faire une voiture avec plusieurs fonctions. Je sais pas, la fonction voler, elle est sous l'eau. Ah ouais, non mais tu sais, on va devoir la créer. Nous avons donc dans la classe 6 équipes d'ingénieurs. Chaque équipe a un projet de construction d'objets roulants et a dû rédiger, avant de passer à la phase de construction, le cahier des charges de son objet roulant. Vous devez maintenant être en train d'écrire votre projet. À quoi il va ressembler, en quoi vous allez le fabriquer, à qui il va plaire. C'est bon? Non, on écrit là. On écrit des phrases. Les élèves vont écrire tout au long de la démarche, ce qui va les aider à structurer leurs pensées. Ensuite, il y a eu une phase orale, lors de laquelle chaque groupe a présenté son objet. Il y a une chaise, en fait c'est une chaise avec un bureau qui se plie
et avec des boîtes de rangement, on va dire. Et du coup, on pensait que c'était plus pour les adultes ou les personnes âgées. À la fin de chaque présentation, on ouvrait un petit débat pour parler de la solidité de l'objet, de son esthétique éventuelle, etc. Un objet roulant sur un plateau sur roulette et dessus on met du Nutella et comme ça le matin au lieu de se le passer en se levant, on a juste à le faire rouler. Alors chaque élève a un petit carnet qui est son carnet de projet dans lequel on a le droit de faire toutes les fautes d'orthographe que l'on veut, qui va me servir moi en tant qu'enseignant à voir malgré tout leur niveau d'orthographe naturel en contexte réel, ensuite à garder une trace de leurs idées, à voir comment leurs idées vont évoluer, comment ils font le lien entre ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, enfin voilà, et qui va les suivre tout au long de ce projet. Donc à la fin de la première séance, je leur ai demandé deux choses. D'abord, dans leur carnet de chercheurs, je leur ai demandé d'écrire ce qu'ils avaient retenu. Et dans un deuxième temps, je leur ai demandé d'écrire individuellement leur projet de groupe. Vous avez sur vos bureaux des petites feuilles de brouillon. Vous en prenez chacun une. Et à mon top, vous aurez 1 minute pour écrire tout ce que vous avez appris jeudi dernier. En début de séance, je leur ai demandé de restituer leurs connaissances de la semaine précédente. Ça nous a permis à la fois de réactiver ces connaissances et j'en ai profité pour leur demander de structurer leurs questions de façon grammaticalement correcte et d'utiliser les termes justes. Vous allez avoir 2 minutes cette fois-ci et en chuchotant, vous mettez en commun pour n'avoir plus qu'une seule feuille dans le groupe. C'était 3 étapes. Allez, on essaye de se remettre en point. Pour qui veut l'objet? Ensuite, la consigne était de faire un schéma de leur projet. Et dans la consigne, il y avait un schéma qui montre comment votre objet va rouler. Puisque là, on était aujourd'hui sur l'étude de la fonction technique des objets. Attends, mais je vais t'expliquer. Tu fais un truc et tu vois, genre là, il y a des pieds. Et du coup, tu mets tout ça. Après, pour le moment, on écrit tous sur on n'écrit pas dans ce petit carnet-là. Il y a le Nutella. Voilà. Ouais, je sais, je l'ai mal fait. Je l'ai fait comme ça à la Wallagan. À la Wallagan. Lors de la 3e séance, je leur ai demandé de se lancer dans la réalisation du projet. Donc ils ont vraiment construit, ils choisissaient les matériaux qu'ils voulaient et ils ont testé leurs hypothèses de construction. Nous, on veut les placer comme Émile Charpentier, où tu les bouges et on les bouge comme ça. Non, je comprends pas. En fait, les gars, ce qui m'embête, c'est que vous n'êtes pas tous sur le même projet. Venez, on va reconstruire le projet là. On a accroché. On va être obligé d'arriver. Alors, c'est pas des roues, ce sont des. Comme ça. Logiquement, l'arrière fait un petit peu comme ça. Alors, regarde. Dans ce petit carnet, j'ai mis un petit mot pour vos parents, parce que vous allez pouvoir l'emmener chez vous. J'ai laissé votre première page. J'ai ajouté la leçon, d'accord? Je l'ai tapé à l'ordinateur, c'est ce qu'on avait écrit sur le tableau la dernière fois. C'est ça qu'il faudra apprendre. Quand c'est vous qui écrivez, ça n'est pas corrigé, ce sont vos recherches, ce sont vos écrits. Et ce que je retape à l'ordinateur, c'est la partie que vous devez apprendre. Il reste 5 minutes, il n'y aura pas plus. Pendant les 5 minutes, chacun, cette fois-ci tout seul, Maxime, vous allez faire votre schéma de votre projet et le cahier des charges. Vous avez 5 minutes.
Je leur ai aussi demandé de réaliser un schéma de leur projet parce que le schéma c'est un écrit scientifique et ça permet aux élèves qui ont du mal à entrer dans l'écrit de s'exprimer aussi. Chaque groupe va venir rapidement présenter son objet roulant. Vas-y Alan. Elles sont trop petites, elles frottent contre le bois, donc du coup... Qu'est-ce qu'ils sont trop petites? C'est celle de derrière. Elles frottent contre le siège. Parce que la consigne c'était que ça roule. Alors lâche pour voir si ça roule. Fais une boîte à gâteaux roulante. Est-ce qu'elle roule? Elle a un petit blocage. Hein. En fin de troisième séance, je m'étais aperçue qu'ils n'arrivaient pas à décrire la fonction technique de leur objet. J'ai donc choisi lors de la dernière séance de passer pas mal de temps sur cette production d'écrit. Vous allez devoir écrire dans votre petit carnet comment vous avez fait pour que votre objet roule. En d'autres termes, vous devez expliquer la fonction technique à quelqu'un qui n'était pas là. Alors, ça ne me suffit pas si tu écris à quelqu'un « on a mis des roues », je veux la fonction technique complète. Vous n'avez pas que mis des roues. Je vais faire votre secrétaire. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez coupé des pailles? Je leur ai demandé dans un premier temps un écrit individuel dans lequel ils devaient expliquer comment ils avaient fait pour que leur objet puisse rouler. On a mis des pailles, on a glissé des bâtons dedans et on a mis des bouchons à chaque bout des bâtons. Notre boîte à camembert roule grâce à un tube dans une paille fixée à une boîte avec des bouchons en bout de pique. Ensuite, ils étaient à deux, ils devaient choisir la phrase qui leur semblait la plus explicative et éventuellement l'améliorer. On a commencé à couper deux pailles un peu plus grandes que l'objet, c'est ça? En largeur, oui. C'est plus en largeur que d'accord, alors, un peu plus grande que la largeur de l'objet? Puis à 4, donc finalement on s'est retrouvé avec 6 propositions de phrases, une phrase par groupe. Et à partir de ces 6 propositions, on a construit une trace écrite commune en s'appliquant à utiliser des connecteurs, un vocabulaire précis et des phrases bien construites. Oui, mais comment on dit un bâtonnet par paille? C'est exactement ça. Très bien, donc un bâtonnet dans Chaque paille. Nous avons mis un dans les deux S parce qu'il n'y en a plus qu'un bâtonnet dans chaque paille. C'est ça les enfants? Ensuite, nous avons accroché des bouchons aux extrémités du bâtonnet. Un autre gros morceau qu'on a compris, qu'on a appelé atmosphère. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on apprend en collectif qu'une classe, c'est une interaction entre un enseignant et des élèves, des interactions entre les élèves entre eux, et quand on dit interaction, c'est des langages qui se comprennent plus ou moins. Hein? Là, je suis bien sûre qu'entre nous, nous ne comprenons pas tous la même chose que les uns et les autres en fonction de notre expérience. Ça fait des échos, ça en fait pas, etc. Donc l'interaction, c'est un bien entendu, malentendu constant. D'accord? Bien entendu, malentendu. Heure, malheur, bonheur de la communication. Ça, c'est Frédéric François, pas le chanteur, le philosophe. Heure, malheur, bonheur de la communication en classe. Hein? Et quand on a des petits, c'est encore plus difficile hein, d'arriver à s'ajuster pour être dans leur zone d'expérience, de connaissance du langage, et quand on est dans des milieux sociaux très différents, on a aussi cette difficulté. Donc c'est la question que ce sont des interactions avec une interprétation partagée et différente. Voilà. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Hein. Donc ça n'est pas l'enseignant qui a forcément raison. Voilà. Bon. D'où la nécessité d'observer. Et dans sa notion d'atmosphère, nous avons considéré que pour apprendre, il faut du respect, il faut du respect réciproque, il y a des valeurs de fraternité, il y a des valeurs de citoyenneté, il y a des valeurs pour l'enseignant de responsabilité. Aujourd'hui, ça devient gravissime. De responsabilité, de harcèlement, etc.
de surveillance, on est responsable hein, de ce qui se passe, de ce qui se dit dans la classe, dans la cour, et même peut-être un petit peu devant la porte. Hein. Bon, je ne fais pas de dessin. Donc cette notion de responsabilité devient très grave. Et ça se joue dans ce qu'on va appeler l'atmosphère, hein, pour qu'il y ait des liens corrects qui se construisent. Ça fait partie de nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça le boulot quand même. Pas que d'enseigner de la technologie. Voilà. Donc cette atmosphère va permettre, on pense que l'atmosphère va jouer un très grand rôle dans la capacité du sujet de se sentir reconnu et de se sentir capable de progresser. On vient de l'expliquer. Donc c'est ce qu'on a appelé l'atmosphère. Et puis de l'autre côté, on a regardé déjà d'autres gestes, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé l'étayage, c'est-à-dire qu'un enseignant, une maman, etc., vous allez dire un médecin, etc., leur rôle c'est d'aider à faire, d'aider à comprendre, et il y a des gestes d'étayage. Et vous le savez comment, alors ça c'est Brunner qui a derrière, hein, c'est pas nous, hein, on a utilisé des concepts qui venaient d'ailleurs. Et l'étayage, on a essayé de regarder comment on pouvait, et en regardant plein d'enseignants, comment on pouvait les qualifier. On a fait des catégories, elles valent ce qu'elles valent. On a fait une catégorie qui a été beaucoup discutée ce matin, la catégorie du lâcher-prise. Les jeunes profs, ils n'osent pas, hein, lâcher-prise. Ils ont trop peur que ça parte en vrille. Hein. Bon. Le lâcher-prise, la posture d'accompagnement, la posture d'enseignement, c'est ce que je fais tout de suite. J'enseigne. Pourquoi j'enseigne? Je mets des mots. Je mets des mots sur des choses que vous connaissez à peu près. Je traduis avec des mots, les mots d'un savoir qu'on a construit ensemble. Posture de traduction. C'est toujours la traduction de l'enseignement. La posture d'enseignement. La posture qu'on a trouvée, c'est pas nous qui l'avons trouvée, c'est les étudiants, la posture du magicien. Et je trouve que dans la séance qui vous a été proposée en physique, et même la prof de français, là, il y a un peu la séance du magicien, c'est-à-dire capturer la curiosité, l'attention par quelque chose, hein, la notion du magicien. Alors en maternelle, indispensable. Hein. Je signale, s'il n'y a pas la posture du magicien, les petits s'en vont, hein, ils vont jouer. Hein. Ça, vous voyez tout de suite si ça marche. Qu'est-ce que j'oublie encore? C'est les principales. Aidez-moi, non, ça va voir. La posture de contrôle, bien sûr. La posture de contrôle, c'est un petit peu ce que disait la collègue tout à l'heure. Je veux absolument tout contrôler, il faut tout que ça passe par moi. C'est la tour de contrôle. Et toc, 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 toc. Je vais tout composer. Alors, la posture de contrôle, quand on est en posture de contrôle, on le trouve moins en primaire, on commence à le trouver moins en collège, mais en lycée, c'est dramatique. La parole de l'enseignant est de l'ordre de 70%. Et la parole du reste de la classe, c'est 30%. Autrement dit, qui c'est qui pense, qui parle? Le prof. Qui c'est qui écoute? Les élèves. Et il y en a 2-3 qui sont un peu dans l'interaction. Donc c'est la posture de contrôle. Ce que nous avons compris, c'est que toutes ces postures sont nécessaires. Et ce que nous avons compris, c'est que les enseignants que nous avons qualifiés d'experts, et comme disaient les collègues, on n'a pas les résultats sur les élèves encore, et nous n'avons pas pu le montrer, enfin, un petit peu, mais on a considéré que les enseignants experts, c'était des enseignants qui gardaient l'attention de leurs élèves pendant au moins 70% du temps de l'heure. Entre 60 et 70%, ils arrivaient à garder l'attention de l'ensemble de la classe. C'est une belle victoire, déjà, hein, garder l'attention. Et on s'est rendu compte que ceux qui gardaient l'attention, c'était ceux qui changeaient de posture. Un coup, ils étaient dans le contrôle, un coup, ils étaient dans l'enseignement, un coup, ils étaient dans l'accompagnement, un coup, ils étaient dans le lâcher-prise. Voilà. Et en face, on a observé des postures des élèves. Et on a observé chez les élèves, on a regardé effectivement chez les élèves, les postures des élèves. Et on a observé chez les élèves un certain nombre de postures. Ça, c'est un boulot que j'avais fait il y a très 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 longtemps, d'ailleurs en région parisienne. J'avais comparé des élèves. Alors, sur le commentaire, en classe de 3e, à l'époque, le commentaire n'était pas enseigné en 3e. Il n'était pas de l'ordre du programme de 3e. On ne faisait pas du commentaire, on faisait de l'explication de texte, etc. Il n'y avait pas de commentaire, ça arrivait plus tard. Et j'avais donné dans 2 classes de 3e une très bon genre.
avocat, famille, bien, très bien. Et une autre en REP profonde, le même texte à étudier, avec une nouvelle de Dénage un peu hard, quand même. Il y a des choses un peu violentes dedans. On ne peut pas être indifférent à ce texte. Et je leur ai dit, vous commentez ce texte. Alors évidemment, les élèves me disent, mais madame, commenter, ça veut dire quoi? Je dis, quand vous sortez d'un match de foot ou d'un film, vous en parlez avec vos copains. C'est tout, vous faites ça. Madame, combien on fait lignes? Comme vous pouvez, mais vous faites au moins 10 lignes. Ok? Même consigne dans les deux classes. Et j'ai regardé la manière dont les élèves, moi je suis linguiste, hein, j'ai regardé la manière dont les élèves faisaient leurs commentaires et évoluaient entre le début du commentaire et la fin du commentaire. D'accord? Dans les deux classes. Impressionnant. C'est-à-dire que, en gros, et j'ai identifié des postures. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais une posture scolaire, c'est-à-dire, je fais 5 lignes civiles, le prof il sera content. Hein? Je travaille à minima, posture scolaire. Ou alors la posture scolaire, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Donc vous avez des élèves qui vous demandent qu'est-ce que vous voulez. Ils veulent être etc. Première posture. Deuxième posture, une posture, créative. C'est-à-dire que, au lieu de faire un commentaire sur le texte, il y en a qui partent sur tout un tas d'autres choses, etc. Bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais, on a identifié 4 à 5 postures différentes qui se succèdent dans le texte, sauf que, dans les milieux favorisés, ils circulaient à 70% sur 4 à 5 postures. Et dans le milieu défavorisé, REP profonde, ils circulaient sur 2 postures, voire 3 postures. Autrement dit, pourquoi? Ils ont eu les mêmes cours, ils ont eu les mêmes programmes, ils ont eu les enseignants formés de la même façon. Hein, c'est pas privé public, c'est tout public. Ça veut dire que dans un système, on avait permis à certains de laisser penser, etc. Moi, mon hypothèse, c'était plutôt que c'est les familles qui ont développé des aptitudes à réfléchir, à questionner, à philosopher sur le texte, etc., qui s'étaient fait sans doute probablement en classe, ou alors à la maison, ou alors en classe, quand les profs ils sentent qu'il y a du répondant, paf, ils y vont. On a observé ça aussi. Et de l'autre côté, eh bien, on demande des tâches très simples aux élèves, très répétitives. Tu résumes le texte, etc. Tu réponds à une question, c'est ce que tu expliquais. Tu résumes le texte, tu réponds à une posture extrêmement scolaire. Je suis en règle, j'ai fait mon truc, etc. Ça ne pense pas. Ça ne pense pas. Autrement dit, dans une catégorie, il y avait de la créativité, il y a de la pensée. Dans l'autre, il y en avait. Cela dit, dans les milieux populaires, on a trouvé aussi des élèves en général à un milieu qui philosophaient sur le texte, qui réfléchissaient, qui faisaient des liens sur la pauvreté, sur misère, etc. Hein, donc on trouvait aussi dans les milieux populaires l'ensemble des postures, mais à 30%. C'est là qu'on s'est dit qu'il faut travailler sur les gestes professionnels. Voilà. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement, les enseignants qui étaient en posture d'accompagnement, en posture de lâcher prise, et qui circulaient sur les autres postures aussi, permettaient chez les élèves d'être en posture créative et en posture réflexive. C'est-à-dire qu'ils réfléchissaient sur comment ils avaient fait pour faire, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas, qu'est-ce qu'il faudrait apprendre, etc. On a appelé la posture réflexive. Donc la question, ça a été effectivement de comprendre le jeu entre les postures des enseignants et les postures des élèves. Avec un bémol quand même, un énorme bémol, c'est que les postures des élèves obligent les enseignants quelquefois à certaines postures. Quand vous avez une classe, merci, vous avez parlé ce matin, on peut avoir un groupe de formation où personne ne parle. Qu'est-ce que vous faites? Vous causez. Vous causez. C'est-à-dire que vous êtes en posture d'enseignant. D'accord? Donc, quelquefois, c'est le contexte qui vous a... Et donc, il y a une lutte violente. Voilà. À l'ESP de Montpellier, les profs de musique, ils avaient enlevé toutes les chaises de la salle. Et les étudiants, ils venaient, plutôt que d'être en gratter sur leur truc, là, ils avaient enlevé les chaises et ils les faisaient bouger, chanter, etc., discuter, etc. Hein, moi, quand je faisais cours, j'avais interdit de prendre des notes. Donc, ils étaient bien obligés de parler un peu.
pour raconter leur séance de stage, etc. Sinon, il est noté, pour raconter. Voilà. Donc, le milieu et le contexte fait que ça vous met dans une posture que vous avez du mal à vous en sortir. C'est réciproque, hein. Il y a une espèce de jeu très. Ça dépend de quel cours ils sortent. S'ils ont été dans un cours, ils ont été contrôlés pour des raisons parfois nécessaires. En physique, il y a des fois on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut quand même contrôler le matériel, etc. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, il ne faut pas lâcher prise complet non plus, hein, parce qu'il peut y avoir des séances difficiles ou en sport aussi, ou dans d'autres disciplines. Et après, il vous arrive, il faut arriver à les faire un peu, etc., mais pas trop, parce que si... Voilà. Donc en gros, les effets de contexte, de milieu social, d'habitude, etc. Voilà ce que nous avons compris un peu sur les postures et les gestes professionnels. Effectivement, vous voyez, le tissage, donner du sens à la situation au savoir viser sans arrêt. Hein. Au milieu, il y a les savoirs, on a travaillé. L'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'éthos, créer et maintenir des espaces de dialogue. 70% du temps de parole ici est pour les élèves. À peine 30% pour le prof, peut-être moins. Là. Elle a inversé complètement le truc. Et derrière, il y a des valeurs, hein, confiance, respect, solidarité, etc., dans ce qu'on appelait l'atmosphère. Hein. On a choisi les termes longuement, hein, on a traduit. Le travail du chercheur et de l'enseignant, c'est aussi un travail de traduction, de choisir des termes, des métaphores qui parlent à tout le monde. C'est dur ce travail. Hein. On synthétise, on discute pour trouver. Nos termes, ils ont été, je vous dis, plus que réfléchis. Et ils fonctionnent. Je crois qu'ils fonctionnent. Atmosphère, coopération, solidarité, responsabilité, vivre ensemble, vous avez tout ça, d'accord, dans ce qu'on a appelé l'atmosphère. Le pilotage des stages, vous avez compris combien c'était une question tout à fait importante de préparer le pilotage et de savoir s'en échapper. Quand ça ne fonctionne pas, de s'ajuster. Si le pilotage est comme ça et que je ne peux pas en sortir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, on a identifié chez les élèves un certain nombre de postures. La posture qu'on a appelée scolaire, il faudrait trouver un autre mot, mais il n'y a pas trop d'autorisation à penser. On applique les règles, on applique les normes, on veut faire plaisir à son père, on peut faire plaisir au prof, etc. On veut être bien élevé, on veut passer par Parcoursup, etc. D'accord ? Mon Dieu. La posture scolaire, la façon dont elle se développe de façon vertigineuse. Vertigineuse. La posture ludique, on donne une consigne et top, le premier souci, c'est de la détourner. On a des élèves, et Dieu sait si notre système n'autorise pas trop la créativité, elle est extrêmement intéressante. Vous donnez une consigne et l'élève, il la détourne. C'était peut-être pas idiot. Hein. La posture première, c'est la posture, c'est pour ça que je dis, on ne met pas les objets sur la table, comme fait le collègue, parce que sinon, paf, ils vont se sauter dessus. On a donné sa consigne, là, vous n'avez même pas fini de formuler la consigne que les élèves ils commencent à gratter. Ils ont un besoin irrésistible de faire, mais pas de pensée sûre. Donc la posture première, on est dans le faire, implication forte, ils veulent y aller, etc. etc. On en a parlé en sport hier, sur comment les élèves en sport, ils sont dans le fort, dans le jeu, et arriver à prendre de la distance avec ce qu'ils font dans le jeu leur est difficile, hein, dans le faire. La posture dogmatique, c'est l'élève qui vous dit « bah oui, mais j'ai déjà fait ça à l'école. J'ai déjà fait ça en primaire, j'ai déjà fait ça en collège, et je le refais une fois de plus, et je le refais une fois de plus, et je m'ennuie, et je ne comprends pas que je suis en train de refaire peut-être la même chose, mais à un autre niveau de conceptualisation. Et on discutait sur le périmètre et sur les fonctions, et les collègues disaient en troisième, ils ne savent plus, c'est ça, hein. Les élèves, ils ne savent plus ce que c'est qu'un périmètre. Et ils vous disent, ouais, en même temps, ils pensent qu'ils le savent. Voilà, en gros, ça s'oublie, etc. Donc, voilà, la posture dogmatique, le sentiment, on sait déjà tout ça. Quand je fais des formations, avec des jeunes, je sais, parce que l'institut que j'ai vu, etc. Je ne sais pas si les détails. La posture réflexive, c'est ce qu'on cherche. C'est que je fais quelque chose, je sais comment je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais ce que je n'ai pas su faire. Si vous connaissez par exemple la technique des narrations de recherche en mathématiques, vous connaissez ? Non ?
Ça a été inventé à Montpellier il y a très 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 longtemps par des collègues de lycée avec des classes à 32-35 élèves et qui n'arrivaient pas bien à observer leurs élèves, donner un problème un peu ouvert et demander aux élèves non pas de résoudre, ils ne seraient pas évalués sur la résolution du problème, mais sur la narration qu'ils avaient fait de leur démarche. J'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, j'ai appliqué tel théorème, je me suis planté. La prof, elle est complètement timbrée de nous donner des questions pareilles, ils ont le droit de tout dire. Et là, j'ai bloqué ici, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de réfléchir sur la manière dont ils se sont pris pour penser. Ça, c'était au niveau d'une classe de seconde. Ça avait été inventé pour des classes de seconde. Avec un bonus énorme pour l'enseignant, parce qu'elle voyait, en lisant les narrations de recherche, elle voyait où les élèves avaient bloqué, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, etc. Et du coup, les élèves se sentaient respectés aussi, parce qu'on prenait en compte leur tâtonnement, leur recherche. Et ils étaient obligés d'essayer, parce que sinon, ils n'avaient rien à dire. Vous voyez le truc? C'est un peu vicieux quand même. Hein, voilà. Donc, la posture réflexive, c'est penser les tâches, etc., comment je suis pris, etc. On le voit dans la séance, hein, tout le temps là. Les élèves ici, ils sont en posture réflexive à peu près constante. D'accord? Et elle les empêche d'être dans le faire tout de suite, parce que voilà. La posture de refus, nous avons identifié que les postures de refus, il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y a des postures de refus, il y a toujours une raison profonde derrière. Souvent psychanalytique, psychologique, familiale, un truc dur qui s'est passé. Et donc, c'est pas en classe on lui fout la paix. On lui fout la paix au gamin. Et après, on essaye de voir dehors, ailleurs, comment on va s'y prendre, quel est son problème, etc. Je l'ai trouvé chez des élèves, on l'a trouvé chez des élèves, là, quand on a fait des expérimentations. On l'a trouvé chez des enseignants. Hein, cette posture de refus, Bon, je passe. Ce que je vous disais, là, c'est que les élèves des milieux chics, qui circulent sur l'ensemble de ces postures, et les élèves des milieux REP, où on a beaucoup travaillé, ils étaient essentiellement sur la posture scolaire et sur la posture première. Essentiellement, à 70%. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas 30% qui étaient brillantissimes et qui circulaient sur l'ensemble des postures. En général, un peu plus âgés, généralement. Voilà. Tu passes sur les postures, la diversité des postures d'étayage de l'enseignant. Posture d'enseignement, c'est ce que je fais là. Posture de lâcher prise, je vous ai laissé travailler en groupe. La posture de contrôle, c'est, je vous ai dit, on contrôle, etc., pour faire avancer le cours, pour synthétiser. Il faut une posture de contrôle parce qu'on reste le pilote. Hein. Il faut avancer. Hein. On a la montre, voilà, on a un contrat. Ce que je disais en classe de 3e, je change mes stratégies. La posture de surétayage et de contre-étayage, j'en ai pas parlé. C'est la tentation sans arrêt, quand un élève est en difficulté, de faire à sa place. Hein, voilà, on va lui donner la solution. Il pose une question et on lui donne la réponse. Et là on n'a pas le temps, mais sinon on a des vidéos où un enseignant dit, un élève vient demander quelque chose à un enseignant, et lui dit, il montre, va voir sur le tableau de réussite là-bas, il y a 3 élèves qui ont déjà réussi cet exercice, va leur demander de t'expliquer. Et l'élève va demander, donc l'enseignant s'empêche de répondre, et c'est des élèves de la classe qui vont aider cet élève à trouver la solution de l'exercice qu'il ne comprend pas. Tableau de réussite, pas un tableau d'échec, hein. Tableau de réussite. Un boulot magnifique, vous aussi. Je vous le ferai passer. Donc la posture de surétayage ou de contre-étayage, elle est aussi nécessaire de temps en temps. Quand on a un élève qui a été absent, pour le remettre dans le cours, eh bien on va faire avec lui à grande vitesse pour qu'il rentre dans le rythme. Des fois il faut. Mais il faut doser. Moi j'ai un mari handicapé, je suis toujours dans cette question de si j'aide trop, je l'empêche d'évoluer. Si j'aide pas assez, sous étayage, il va se casser la figure. Donc on est toujours, si on accompagne trop, il n'y a plus de développement. Si on n'accompagne pas assez, il y a des accidents. Donc c'est pas que en enseignant, c'est la fonction de l'éducation, avec nos enfants, nos parents âgés, nos amis, etc. Mais voilà, la posture d'accompagnement, vous avez bien compris. La posture du magicien, ça va, je ne reviens pas. Hein, il faut
solliciter l'émotion, la curiosité. Alors encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, c'est que les enseignants qui sont experts et qui maintiennent l'attention des élèves pendant les 3/4 du temps, ils circulent sur l'ensemble des élèves. Ils circulent. Ça veut dire qu'ils ont dans leur poche des capacités de changer de braquet. Hein. Une posture, j'explique souvent ce mot posture parce que dans une posture, il y a du tissage de l'atmosphère et du pilotage qui sont combinés de façon différente. Mais je prends souvent l'explication de la posture avec le vélo. Quand on a une côte, on a une certaine posture sur le guidon, on a un certain développement, et puis après on descend dans la pente, et bien on va changer de braquet. Donc on va se relâcher, on va s'asseoir confortablement, on va prendre le vent, etc., etc. Donc en fonction du terrain, je change de braquet. Mais parce que mes yeux ont observé l'obstacle. La côte qui monte, je ne vais pas me changer de braquet. Quand je suis au milieu, je ne peux plus. Je change de braquet. J'anticipe. Donc le changement de braquet, voilà, c'est ça. Nous avons tous, et j'explique ça aussi d'une autre façon, nous avons tous, Dieu merci pour agir, un certain nombre de postures. Qu'est-ce que c'est que des postures? Ce sont des schèmes actionnels. Ça, c'est les travaux de la psychologie sociale et cognitive. Dans nos têtes, heureusement, on a des organisations de l'action qui sont prépensées dans notre cerveau. Sinon, on ne pourrait pas prendre des décisions à toute vitesse pour décrocher, etc., pour éviter, etc. C'est préconçu pour sortir de son garage en ayant attention de pas, etc. C'est préconçu, on ne peut pas penser tout ça. Donc, dans notre tête, on a un certain nombre de postures qu'on a entraînées. Et donc, la question, c'est d'en être conscient et de les ouvrir un peu. Pour rire, souvent, je prends en fonction des situations. Je prends un autre exemple pour donner la notion de posture, un exemple très personnel. En cuisine, j'ai plusieurs postures. Mais je n'ai pas ma génisse, j'ai pas une conversation hier soir sur la posture magique. Je ne l'ai pas, c'est pas. En cuisine, j'ai plusieurs postures. J'ai la posture surgelée. J'ai 10 minutes pour préparer le repas, j'arrive et je repars. Donc, j'ouvre le congèle et puis je réchauffe, etc. Parce qu'il faut bien manger, il y en a un petit peu pas faire, donc, etc. Donc, c'est du vite fait. J'ai la posture le soir, je rentre, mon mari est handicapé, il y a quelque chose qui me fait tellement plaisir, c'est de bien manger. Donc, évidemment, il me demande qu'est-ce qu'on mange, c'est une grande préoccupation. Et donc, je regarde un four, s'il y a ceci, de là, en général, j'ai à peu près de quoi faire. Et donc, en une demi-heure, à peu près, je prépare un repas à peu près équilibré. D'accord? Ok, ça c'est l'ordinaire. Après, j'ai une troisième posture, avec des variantes. Quand j'ai des invités. Alors, quand j'ai des invités, si c'est des amis, alors là, je les mets à l'épreuve. Parce que, voilà, comme c'est des bons amis, je m'aventure. Donc, j'essaie une recette nouvelle. Ils sont prévenus, ils savent. Hein, ça peut être très bon, mais c'est pas forcément ça. D'accord? Mais du coup, j'ouvre les livres de cuisine le matin, je regarde les trucs, je lis, etc. Je regarde sur l'ordinateur, je vais faire les courses, après j'ai oublié quelque chose, je retourne faire les courses. C'est beaucoup d'attention pour mes amis aussi. Hein. Je leur prépare un petit truc nouveau. Voilà. Voilà. Et puis quand c'est des invités qui sont, j'en ai plus maintenant, mais des invités institutionnels, collègues de mon mari, de chercheurs qui viennent de l'étranger, etc. Il fallait faire quelque chose. Donc je fais les recettes sûres, les plats que je connais bien. Je suis sûre que ça marche. D'accord? Ok. Et en rigolant, mais je raconte, c'est des racontes, je raconte la vie. Quand je présentais ça une fois dans un stage de formation, la région parisienne, il y a une copine qui était avec moi, que peut-être vous aurez, si elle vient vous remplacer, Danielle Alexandre, elle me dit, elle ne vous dit pas tout. Elle dit à tout, elle ne vous dit pas tout. Quand elle a tous ses invités pour le premier plat, Dominique, elle a tout préparé, elle a tout acheté, elle a tout mis sur la table, et elle s'en va. Et elle laisse les femmes faire la cuisine. C'est une autre posture. Pourquoi? Parce que c'est un grand moment où des amis qui viennent du nord, du midi, quand on a mon grand âge, on a des amis qui sont un peu partout, là, et que j'essaye de rassembler de temps en temps, autour de la cuisine. Ces dames se mettent à pas, c'est les dames en général, les hommes ils discutent d'autres choses. Ces dames autour de la cuisine se mettent à se parler, à se raconter, à se dire les histoires, etc. C'est un grand moment, elles se retrouvent.
Alors, il y en a une qui fait le dessert, il y en a une qui fait l'entrée, l'autre qui fait autre chose. Et c'est un grand moment. Et je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Donc, c'est ma posture de sauvetage. Je fais faire. Autrement dit, chacun dans ses manières de jardiner, de cuisiner, de sortir sa voiture du garage, dans un tas d'activités, a, Dieu merci, dans son expérience, enraciné un certain nombre de schèmes de pensée et d'action, complètement inconscients. Complètement inconscients. Et l'idée, c'est que vous arriviez, en vous filmant un peu, ou en mettant votre téléphone sur la table, discrètement, vous allez vous écouter et vous allez essayer de voir comment vous faites. Et vous allez vous dire, mon Dieu, j'ai encore parlé tout le temps, ce que je fais souvent. D'accord? Donc l'idée, c'est de prendre conscience. Alors évidemment, quand on se voit, quand vous allez vous voir les uns les autres, du coup, en toute amitié et en toute construction collective, on voit plus facilement les postures des autres que les siennes. Voilà. Je m'arrête là, il est 12h15. Merci à vous. Merci. Et puis bon courage. Et puis restez collectif, parce que ce qui arrive va demander d'être fait.